on a bien fait la fête hier et je tenais quand même à remercier l'organisation. Cette année, ils ont été plus qu'excellents dans la manière de gérer les conférenciers et puis l'ensemble des personnes qui sont venues au SEO Camp. Et je voulais leur remercier et je sais qu'en général, c'est toujours un travail de l'ombre qui est pas forcément visible et c'est important de le faire aujourd'hui. Donc si vous pouvez les applaudir. Et merci pour eux. Alors, on va aujourd'hui parler de dropshipping et on va savoir si on peut gagner de l'argent facilement ou pas. Vous avez compris que le ou pas, c'est le plus important dans tout ça, hein. Je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abdel Halim. Mon pseudo sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., c'est Abdel Webseller. Donc, comme vous l'avez en tout cas vu, je suis quelqu'un qui prétend, ou en tout cas qui suit e-commerçant et qui est vraiment qui a l'âme de l'e-commerce. Je suis SEO d'Orchestra. Qui c'est qui connaît Orchestra dans la salle? Ok, bon, un panel de gens qui sont quand même connaisseurs de la marque. Alors, euh, je suis aussi chef de projet digital. Et d'ailleurs, pour la première fois, j'ai amené mon traffic manager avec moi, donc c'est une grande première pour lui, et je suis content qu'il soit là. Accessoirement, je suis apprenti papa. Moi, je pense qu'on est tous apprentis papa, hein, que ce soit le premier, le deuxième, etc. Bon, c'est un petit garçon qui a 3 ans, et ça aide quand t'es chez Orchestra, hein. On va pas se le cacher. Je suis aussi Montpellierin. Et puis voilà, sinon il n'y a rien à dire d'autre, hein. Je vais pas faire ma pub, etc., hein. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur les réseaux. Je suis très open aux discussions et j'adore aider les gens. Je pense que c'est un peu ce qui me caractérise. Donc, si vous avez n'importe quelle question, je suis vraiment ouvert à discuter avec vous et à vous apporter une solution selon, en tout cas, le périmètre de compétences que j'ai. On va commencer par définir ce qu'est le dropshipping. Donc, dropshipping classique, on va accélérer un peu, hein. Euh, j'ai un site internet, peu importe le CMS, Shopify, WooCommerce, PrestaShop. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, on peut faire du dropshipping un peu sur ce qu'on veut. Il y a des nouvelles solutions, WeezyShop, DropEasy qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, on fait un site internet, on a une offre produit, un catalogue varié. En général, c'est une thématique donnée, donc c'est une niche. Et ce qu'on fait, c'est qu'on passe commande directement chez le fournisseur, peu importe où il se situe. Et en fait, on gère jamais la logistique, proprement dit, c'est-à-dire que on va décentraliser la logistique chez le fournisseur. C'est ce qui va nous permettre de nous gagner du cash flow, réinvestir ça dans une stratégie marketing et faire en sorte finalement d'avoir le meilleur des deux mondes. Sur le papier, c'est beau. Sur le papier, vous dites c'est la révolution. Il y en a beaucoup qui en font l'éloge sur Internet et sur YouTube. Maintenant, la problématique, c'est que, bien entendu, c'est un peu plus complexe que ce qu'on on veut bien l'entendre ou le faire croire. Et si, par exemple, notre client ne reçoit pas le colis, qu'est-ce qu'on fait? Et si c'est pas le bon produit, qu'est-ce qu'on fait? Et si le colis est bloqué en douane, qu'est-ce qu'on fait? C'est toutes les questions qu'on va peut-être aborder. En tout cas, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on peut faire pour ne pas gagner de l'argent en dropshipping. Parce que je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu mes confs sur comment gagner de l'argent en dropshipping, comment trouver une niche, etc. On en a fait pas mal, hein, chez SEMrush et chez Links Garden, etc. Et là, aujourd'hui, on va voir un peu l'intérêt. Donc, comment? C'est vraiment la question. Déjà, on va un peu se poser la question, qu'est-ce qu'on nous dit sur YouTube? Bon, ce qu'on nous dit sur YouTube, c'est que globalement, il y a pas mal de millionnaires, hein. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. On voit 43K grâce au SEO, de 0 à 500K. Il y a même des cousins du Maroc là qui font le million d'euros. Donc voilà, hein, globalement, il y a du people qui est assez énervé sur Internet. Maintenant, la réalité, bah, c'est qu'ils sont auto-entrepreneurs. Déjà, il y a une petite faille dans le système là. Et est-ce que c'est vrai? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, c'est toujours pareil, hein. La réalité, c'est celle-là, malheureusement. Surtout avec le Covid, surtout avec le fait qu'il y a énormément
d'e-commerçants qui se lancent. L'e-commerce, c'est plus de 8 métiers. Il y a du copywriting, il y a de la gestion stock, il y a énormément de marketing à apprendre, il y a un positionnement à avoir, et il y a surtout des choses qu'il faut faire, c'est avoir cette approche user-centrique et se dire que de toute façon, celui qui a raison, c'est jamais nous, c'est notre client. 37 cas. Alors, je vous ai pris les sources de la FEVAD que j'ai regroupées avec e-commerce Nation. Donc, j'ai vraiment fait un taf sur l'extrapolation de cette donnée pour avoir quelque chose de pertinent. Et on se rend compte que 37 cas d'e-commerçants ont fermé en 2019. J'ai omis la période Covid pour vous donner vraiment un ressenti du marché. Et on a 36% des e-commerce qui sont actifs et qui ne sont pas rentables. C'est quand même dingue. Ça veut dire que potentiellement, il y a un manque de formation, il y a potentiellement aussi des choses à mettre en place pour qu'ils deviennent rentables. Mais dans tous les cas, on voit que finalement, il y a 5,5% des e-commerçants qui se taillent la part du lion. Et on en a un gros juste en face qui s'appelle VP, anciennement vente privée. Alors, comment faire pour ne pas gagner de l'argent en dropshipping? C'est quand même la question que les gens m'ont posée. Et en fait, vous pouvez faire énormément d'erreurs. C'est pour ça qu'il y a 36% des sites internet qui ne sont pas rentables aussi, hein. Parce que dans le lot, il y en a beaucoup qui font du dropshipping. On commence par une chose importante. Qui connaît le prisme de Cap Ferrer là dans la salle? Ok. Vous êtes 4. Bon, je vous invite à quand même regarder le prisme de Cap Ferrer. C'est quand même une des bases en branding. Donc, le prisme de Cap Ferrer, c'est simple, hein. Globalement, je vous ai donné un peu là le schéma. C'est ce qui va permettre de définir l'identité, les valeurs et globalement la perception qu'on a de la marque qu'on va créer ou tout du moins de l'entité e-commerce. Pour vous donner un peu un exemple, voilà le prisme de Cap Ferrer de Lacoste. Je pense que tout le monde connaît Lacoste. Et on voit qu'il y a des choses qui sont claires et qui sont en fait très reconnaissables vis-à-vis de Lacoste et qui, dans votre perception personnelle, fait que vous avez quand même ce sentiment d'appartenance à la marque. C'est sobre et discret, c'est classique et bon, discret, et tout dépend, hein. C'est sûr, si tu habites dans le 9-4 et que tu es sapé en Lacoste, c'est pas aussi discret que si tu as un petit polo avec, avec un pantalon qui passe. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses autour de l'identité de la marque qui ont été travaillées. Il y a une équipe marketing derrière. Il y a un positionnement, en tout cas, qui a été recherché et qui fait que c'est l'essence même de la marque à date. Chose que, bien entendu, en e-commerce, quand on se lance en dropshipping et qu'on a 20 ans et qu'on pense qu'on va faire le million, c'est un peu compliqué de comprendre ce genre de choses. Alors, déjà, il y a des bases. On se dit, ok, bon, prisme de Cap Ferrer, là, Abdel, t'es déjà allé un peu trop loin. On redescend d'un niveau. Pour redescendre d'un niveau, c'est simple. C'est commencer par quoi? L'avatar client, notre cible. Si on a tendance à être dans une thématique, une niche, en général, on a toujours un buyer persona ou un client idéal, appelle-le comme vous voulez, qui nous permet finalement d'arriver à segmenter la manière dont on crée la boutique, que ce soit d'un point de vue stratégie, que ce soit d'un point de vue marketing. On a toujours des approches qui nous permettent finalement d'arriver à savoir à qui on parle. Bon, lui, il a fait Brute Now, il s'est fait un kiff, hein, et finalement, 2 mois plus tard, la boutique, elle a fermé. Et c'est assez simple, en fait, hein. Quand tu analyses les choses, il n'y a pas de vision, pas d'objectif, pas de besoin. C'est toutes ces KPI-là qu'on doit aller chercher pour créer notre avatar client. Alors, je vous montrerai les outils plus tard, mais ce qui est important, c'est que c'est l'essence même, finalement, de votre avatar client. Une fois que vous avez fait ce travail-là, et que vous avez eu aussi un retour de vos clients, c'est très important de mettre ça sur papier et de faire en sorte de le travailler plus profondément que de se dire juste je fais une stratégie SEO, une catégorisation et puis j'attaque la thématique comme ça. Alors il y a des outils, bien entendu, pour faire ce genre de profil. Donc moi j'utilise UXpressia. Donc ça c'est la typologie de buyer persona que moi, en tout cas, je target au niveau de la formation e-commerce SEO que je commercialise. Et on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau externe, il y a un niveau interne, il y a un niveau philosophique. Et ça, malheureusement, les gens, ils s'arrêtent souvent au niveau externe, ce qui est globalement tangible. Alors, l'outil est super. Moi, je vous invite vraiment à l'utiliser. En plus,
par rapport aux autres outils que j'ai cités là sur la gauche, c'est vraiment celui qui permet, qui est le plus UX friendly et surtout vous pouvez un peu drag and dropper les différentes zones pour faire finalement le buyer persona que vous voulez et celui qui est le plus en phase avec votre cible. Donc il y a Smaply, il y a aussi Userforge et Extensio. Et j'ai une petite préférence pour Extensio quand vous voulez aller un peu plus loin, mais déjà UX Precia il fait le job. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle HubSpot, très connu, c'est gratuit et quasi personne ne l'utilise. En tout cas en France, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très sous-utilisé. Aux États-Unis, ça fait un carton et surtout en fait, globalement, forcément, vous connaissez l'approche marketing, c'est un lead magnet, ça permet de faire rentrer les personnes dans l'univers HubSpot et en général, quand on rentre dans l'univers HubSpot, on en sort rarement, vu la valeur ajoutée de l'outil. Vous pouvez le scanner ou mettre l'URL en question. Dans tous les cas, pour ceux qui sont intéressés, les slides, je les mettrai sur SlideShare. Donc la solution, elle est clé en main et surtout pour quelqu'un qui n'est pas spécialement technique, en 5 minutes, on arrive à créer un buyer persona, ce qui est quand même fort quand, à la date, on a besoin de gagner du temps sur quasi toutes les tâches qu'on fait au quotidien. Ensuite, une fois qu'on a fait l'avatar client, globalement, si je veux me planter, je ne fais pas d'avatar client. Si je veux me planter, je ne fais pas de charte graphique. Je vais faire un logo sur 5 euros. Hein. Il y a de quoi faire là. Et globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai aucune perception de ce qu'est la psychologie des couleurs. Pourtant, la psychologie des couleurs, quand vous vous lancez dans une thématique, c'est très important, ne serait-ce que pour la perception qu'a le visiteur de votre boutique. Demain, vous n'allez pas avoir une boutique. Je prends une thématique que je travaille actuellement, la mode coréenne. Alors, toute la K-pop, etc. J'ai une cliente qui voulait du bleu et du vert fluo. Bon, on est loin du rose bonbon et du noir coréen. Donc c'est vrai que je l'ai conseillé sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était ancrée sur le fait que ces couleurs lui plaisaient. Mais en fait, elle n'avait pas fait de recueil de perception. Et ce qui se passe, c'est qu'on est totalement à côté de la cible. Vous avez du coup ce petit Color Emotion Guide qui vous permet vraiment de comprendre en un clin d'œil finalement comment vous pouvez allier en fait la charte graphique et ensuite finalement driver le brief pour faire votre logo. Et c'est déjà une première étape quand globalement vous n'avez peut-être pas une formation marketing ou qu'à date vous n'avez pas une équipe qui derrière peut vous faire quelque chose de beaucoup plus costaud. Ensuite, il y a le choix du CMS. Qui c'est qui connaît Yomi Denzel là dans la salle? Putain, vous êtes tous fait des retargetés, hein, c'est ouf. Hein. Donc le choix choisir un mauvais CMS, c'est compliqué. Hein. Tout à l'heure, Christophe en parlait. PrestaShop, Shopify, WooCommerce, on ne sait pas sur quoi se baser. Moi, je prêche pour ma paroisse, mais il y en a d'autres qui prêchent pour la leur. Donc chacun va faire sa pub. Bon, comme je dis souvent, les croyances, ça reste à l'église. Et ce qu'il faut regarder, c'est surtout nos besoins et qu'est-ce qu'on en fait et où on veut aller. Si vous êtes débutant, Shopify, Presta et WooCommerce, ça fait le job. Hein, 90% du temps. Petite préférence pour Presta et Shopify parce que c'est essentiellement des CMS e-commerce versus WooCommerce qui est une extension de WordPress. Et du coup, je ne suis pas très fan de la base de données parce que globalement, quand on commence un peu à charger le CMS, on se rend compte qu'il a des limites. Quand on veut aller plus loin, bien entendu, y a Magento, il y a Shopify Plus, BigCommerce, Commerce Cloud, anciennement Demandware, etc. Et puis il y a des petits nouveaux qui sont arrivés. Bon, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont là, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, mais ils font des choses intéressantes. Et c'est francophone, et il faut en parler. À l'époque, il y avait une solution, il y a plus de 10 ans, qui s'appelait Power Boutique pour les anciens, si vous vous rappelez, qui a été racheté par Oxatis il y a un moment. Et maintenant, on a des petits nouveaux type Wheezy Shop qui ont créé une solution qui s'appelle Drop Easy. Donc, où, globalement, en 2 clics, vous pouvez faire votre boutique. Alors, sur le papier, qu'est-ce que ça donne? Il y a beaucoup de taf qui est fait en interne pour le SEO.
Et c'est vrai que bah, nous, quand on a tendance à être un peu des e-commerçants de niche et des personnes qui font du SEO, on essaye toujours de craquer le truc quand ça arrive sur le marché. Donc Dropeasy, c'est ça, hein. Vous pouvez tester, voir à quoi ça ressemble. Il y a des personnes Dropeasy d'ailleurs dans la salle. Et ce que j'aime bien dans l'outil, parce que moi je suis un peu un grand fan des SEO un peu hackers, on va dire, c'est le côté footprint. Et en fait, bah, ça revient finalement au paradigme que j'ai dit, ne pas utiliser de footprint pour trouver des niches, bah, c'est une connerie finalement. Parce que qui dit footprint dit que forcément, il y a un panel de sites internet qui vont ressortir. Là, en l'occurrence, c'est un CMS avec des e-commerçants. Donc, qu'est-ce que je me suis amusé à faire? Je me suis dit, bon, ok, il faut que je me lance sur une thématique. Et pour éviter de me planter, bah, je vais regarder déjà tout ce que font les autres e-commerçants sur ce CMS-là. J'ai pris du coup la petite footprint. Le service est propulsé par l'entreprise WeezyShop, qui du coup est éditrice de la solution. Bon, vous connaissez l'histoire, hein, on scrape les URL de la SERP, on ajoute égal num égal 100 pour récupérer en fait toute la pagination de Google et du coup récupérer en fait toutes les URL sur une même page. Et après, on a juste à utiliser une petite extension Chrome. Donc le résultat, c'est ça. Vous récupérez en fait des tas de sites internet qui ont indexé leur mention légale. Ici, avec Linkgopher, vous faites un extract et vous le poussez directement dans SEO Observer. Et là, vous récupérez les URL de tous ces sites internet-là, leurs métriques bien entendu, TF, CF, RD, etc. Et déjà, ça vous donne une première idée de globalement ce que les personnes font sur ce CMS. Alors forcément, là, on se base juste sur le CMS, on ne va pas se baser sur le marché, sur ce qu'ils vendent, etc. Mais en fait, là-dedans, c'est que bien souvent, et par expérience, je l'ai remarqué, les personnes qui se lancent dans une niche, globalement, la stack technique est jamais hyper avancée. Donc, c'est des personnes qui font avec ce qu'ils ont, et c'est souvent bah, ce qu'ils ont vu, etc. Et en général, quand ils se lancent sur un CMS qui est plus orienté dropshipping, forcément, ça nous intéresse, étant donné que nous aussi, on va être dans la même démarche. D'accord? D'où l'intérêt justement d'avoir cette typologie d'extraction et de s'intéresser un peu plus à ce que font certains. Donc on voit des thématiques qu'on a vues hier chez Julien, Authentique CBD, Book Éternel, on voit qu'il y a beaucoup de RD, mais finalement derrière il n'y a, pas énormément un gros profil hein, quand on creuse un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne déjà une première piste, tout comme je l'ai montré lors de divers confs, que finalement des niches elles sont à portée de main et qu'avec beaucoup de data liées justement à ces URL-là et au footprint, on peut arriver à dénicher des petites perles et à se lancer sur des thématiques où globalement il n'y a quasi personne. J'en ai parlé à des collègues là hier. On est sur une thématique en ce moment, c'est les vêtements pour lapin nain. C'est une thématique que j'ai donnée il y a un an. Il n'y a personne qui s'est lancé dessus. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que entre le moment où j'en ai parlé et cette année, ben, j'ai vu arriver la serpologie a évolué. Il y a du Google Shopping qui est arrivé. Il y a beaucoup de petits e-commerçants qui sont arrivés sur une SERP qui, globalement, au départ, était quasi vide. Mais pourquoi? Parce qu'on corrèle à chaque fois le volume de recherche avec une trend et avec potentiellement ben, une demande grandissante. Alors je me balade, vous dites, mais comment il a trouvé ça? C'est recherche Amazon, vous tapez le top 3 de Amazon dans SEO Observer ou dans SEMrush, vous regardez sur quoi rank Amazon et vous récupérez mais un paquet de niches. C'est vraiment simple. Autre solution. Si vous voulez vous planter, globalement, vous vous lancez sur une niche saturée, hein. Je veux dire, demain, si vous voulez essayer de faire de l'argent en dropshipping, vous vendez du collier pour chien lumineux, voilà, vous serez le X millième vendeur de collier pour chien. Ou de sacs anti-vol ou de leurres LED. Moi, j'ai vendu des leurres de pêche en 2017 et mais à l'époque, il n'y avait personne. Maintenant, une pléthore de personnes qui font ça. Mais si on veut réellement faire les choses, comment on fait et comment on essaye de globalement aller un peu plus loin dans la recherche de niche et de se dire, OK, on va valider une thématique. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire un bench de la concurrence, une analyse du trafic, SimilarWeb versus SEMrush. On sait que ce n'est pas du tout la même typologie de data qui est remontée, la même méthodologie dans la manière dont la visibilité est vue. Il y a Systrix aussi qui est très intéressant sur cet aspect de visibilité. Part du trafic global des URL en top 10. Donc moi, c'est un petit peu mon KPI à moi, ça. C'est que j'aime bien regarder en fait si globalement on est sur un site internet qui a
un certain nombre de pages qui se positionnent ou s'il y a juste deux, trois pages qui font l'essentiel du job et tout le reste, c'est des pages un peu fantômes. Extraire les métriques SEO, bien entendu, hein, dofollow indexed, regarder un peu ce qu'il y a comme keyword et globalement ce qui arrive. Parce que souvent ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une différence entre les sites internet qu'on voit là à date et vous avez dans SEMrush, vous avez la possibilité de remonter dans le temps et de regarder un peu ce qui s'est passé en arrière. C'est une très bonne technique pour retrouver des expirés d'ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez en fait faire un extract juste comme ça à la mano, quasi tous les ans. Vous faites un extract de tous les ans sur le mot-clé qui vous intéresse. Vous faites un extract des noms de domaine qui se positionnaient. Et après, vous allez regarder s'ils sont expirés. Et du coup, ça peut être, vous trouvez des petites pépites comme ça, pas avec forcément des referring domaines de ouf, mais en tout cas thématisé et que ce soit pour du PBN ou pour de l'e-commerce, ça peut être intéressant pour remonter derrière de l'affiliation ou de l'e-commerce. Ensuite, chose importante, l'écosystème social. Alors, écosystème social, moi je me suis amusé pendant un temps à remonter des expirés qui étaient totalement spammés, juste pour faire ce qu'on appelle du catch-all, c'est-à-dire récupérer en fait l'ensemble des emails qui étaient envoyés sur ces noms de domaine-là, parce que ce que je voyais en fait, c'est ce que ne voyait pas forcément un SEO ou sur lequel lui n'était pas spécialement intéressé, c'était toute la commu qui était sur les réseaux sociaux. D'accord. J'avais acheté un nom de domaine expiré, quasi 200 referring domaines, et globalement, il y avait à peu près 3-4 personnes sur Twitter qui followaient ce nom de domaine. Et du coup, juste avec le fait de faire un catch-all et une récupération de mot de passe, ça te permet par exemple de récupérer la commu derrière. Et si ça ne fait pas longtemps, il y a possibilité potentiellement de faire quelque chose. Présence sur Amazon. Ah, ça, c'est très souvent sous-estimé, mais en fait, vous pouvez faire un check si le numéro de SIRET est présent dans Amazon. Donc la title, c'est profil vendeur. Ça vous permet en fait de voir si globalement la personne est dans une démarche de tout simplement un peu plus grossière et de passer en Amazon Brand Registry ou tout du moins commencer à vendre sur Amazon. C'est déjà une première approche finalement parce que ça vous donne un peu un premier input sur la stratégie de la personne, en tout cas de l'e-commerçant. Marketing et newsletter, bah vous inscrivez, hein, yopmail.com, c'est des adresses jetables. Y a des sous-variantes qui vous permettent, si Yopmail il est blacklisté, de vous inscrire aussi avec une adresse qui n'est pas en Yopmail et de le recevoir sur Yopmail. Ça vous permet de vous inscrire à 50 newsletters et de faire en sorte surtout que vous ne mettez pas l'adresse email de votre femme comme moi je l'ai fait pendant un temps. Bon, entre-temps, elle a changé d'adresse mail. Le nombre de produits sur la boutique. Donc sur Shopify, il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a une petite pattern. Vous mettez un petit point d'interrogation, all sort by collection, et du coup, vous remontez tous les best products qu'il y a sur une boutique Shopify. Les trois quarts des personnes qui sont sur Shopify n'utilisent pas cette technique-là, enfin ne bloquent pas en tout cas ce pattern-là. C'est ce qui fait qu'on arrive à remonter très facilement les meilleurs produits qu'ils vendent. Aussi, le CA sur société.com, c'est quelque chose qui est très souvent sous-estimé. Mais globalement, quand on veut aller un peu plus loin dans une thématique avant de se lancer, ben moi, j'aime bien prendre tous les KPI et me faire une idée un peu plus concrète avec des KPI business, plus que juste me dire, bon, bah voilà, il a 40 RD, je peux attaquer la SERP et avoir ma vision SEO, qui des fois peut être biaisée. Je vous ai mis deux petits outils qui sont super intéressants. myip.ms qui vous permet tout simplement en fait, qui va aller récupérer le trafic de la plupart des hosters et de savoir exactement quels sont les sites internet qui ont le plus de trafic par typologie d'hosting. Donc c'est intéressant quand vous voulez voir un peu quels sont les plus gros Shopify qui sont chez Shopify, sur les serveurs Shopify, ou sur d'autres noms d'autres hosters, type OVH, etc. Vous allez voir, il y a de quoi faire. Et pour remonter des PBN, c'est plutôt intéressant. Shopify Store. Donc Shopify Store, c'est bien parce que c'est une base de données qui a scrappé quasi la totalité du CDN Shopify. Vous avez un peu plus de 300 cas finalement de boutiques dedans. Et vous pouvez finalement faire des recherches par keyword. Donc vous voyez, hein, là je veux me lancer par exemple dans la catégorie des chiens. J'ai déjà 1700 boutiques en worldwide qui sont dessus. Donc, ça vous donne déjà une première idée de la difficulté de la thématique. Et surtout, vous avez Matrix Alexa, tout ce qui est social, etc. Ensuite, si je veux me casser la gueule,
c'est vite fait, hein, je regarde pas ce qui se passe et puis et ma petite boutique sans trop me poser de questions et me dire que je vais pas forcément suivre les tendances du marché. Mais en fait, la problématique, c'est que quand on se met des œillères, on voit pas ce qui se passe. Mais l'e-commerce, c'est un peu comme quand on est sur l'autoroute, bah, on se fait doubler, on rattrape des gens et tout ça fait que finalement, on n'est jamais figé, on n'est jamais statique. Donc c'est important de voir ce qui se passe, de voir des gens qui font des ads, de voir les personnes qui sont en train de faire de grosses campagnes marketing et d'autres personnes qui sont des nouvelles arrivants avec une nouvelle typologie de produits. Ça, c'est un outil qui est super qui s'appelle Minea. Cet outil vous permet en fait de tout simplement voir les annonces Facebook, donc via la bibliothèque de publicité Facebook. Ça scrape aussi les annonces Pinterest, c'est en bêta, donc il y a des personnes qui arrivent à les utiliser aux États-Unis. Pour l'instant, en France, c'est pas encore viable. Et surtout, il y a une métrique que j'adore, c'est le marketing d'influence. Donc tous les pimpins d'Instagram là qui sont là et qui vendent tout et n'importe quoi, vous mettez dessus et puis globalement, ça vous ressort quand même pas mal de stories intéressantes. Vous savez, c'est la fête au village hein, quand vous regardez ce genre de choses parce que globalement, c'est assez effarant de voir tout le business qu'il y a derrière. Et surtout, ça vous permet de sniper en fait des boutiques qui globalement passent à l'as au niveau métriques SEO et au niveau autres métriques qu'on n'a pas tendance à voir. Et même SimilarWeb ou d'autres outils ont du mal à sniper ces boutiques-là qui globalement font du trafic juste avec Insta ou Snapchat. Ensuite, si je veux me planter, il y a aussi l'histoire des licences. On a vu, il y a des personnes sur Internet qui, soi-disant, font du dropshipping avec un haut niveau et qui, globalement, se positionnent en SEO. En général, ils sont à Malte ou en Thaïlande, c'est toujours pareil, hein. Et la problématique, c'est que quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'ils vont ranker sur des SERP où forcément il n'y a personne, parce que la problématique, c'est laquelle? C'est qu'il faut payer une licence qui en général coûte assez cher et qui globalement fait en sorte que c'est une grosse barrière à l'entrée. Qui dit barrière à l'entrée dit que forcément il n'y a pas d'e-commerçant en face et qui dit forcément avec des métriques moindres d'un point de vue SEO, on arrive à se positionner. Ça c'est Dropshipping Reborn, hein, si vous ne connaissez pas. Il y a pas mal de footprint pour monter ces sites, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Et on voit que il a fait un peu tout ce qu'il fallait ne pas faire, hein. Le fake widget en bas qui dit que Marion de Saint-Julien de la Liègue a acheté un t-shirt Dragon Ball Z. Le Gogo Point qui est pas forcément viable d'un point de vue RGPD. Le petit cadeau. Bon, t'arrives, voilà, c'est un sapin de Noël quand tu arrives sur le site. Et globalement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous n'avez pas le droit, si vous n'avez pas la licence du produit, de fabriquer cette typologie de produit. En général, il y a déjà un fabricant, donc vous passez pour un fabricant. Quand vous êtes sur cette typologie de thématique, je vous donne le fournisseur, il s'appelle EO, heo.com. Ils ont une succursale en France. C'est très compliqué de rentrer. Il y a quelques amis qui ont réussi à avoir les licences. Moi, j'ai travaillé notamment avec la boutique du sorcier, qui est une des seules qui a des licences autour de Seigneur des Anneaux, Marvel, etc. Chez nous, chez Orchestra, on a réussi à rentrer cette licence il n'y a pas longtemps. Mais globalement, si vous n'êtes pas déjà dans leur fichier, vous n'avez pas un distributeur, c'est assez compliqué de rentrer. Et c'est pour ça que ces personnes-là arrivent finalement à se positionner. Et petit point important, parce que je ne l'ai pas illustré, les compteurs, c'est strictement interdit en France. Et ça, il faut arrêter avec ce sentiment de scarcity, d'urgence qu'on a tendance à mettre quand on est dropshipper parce qu'on a vu X vidéos et qu'on se dit ah, un tel a dit qu'il fallait faire ça et le compteur se remet à zéro le lendemain. C'est un red flag hein, quand vous avez globalement la DGCCRF qui va venir regarder votre site. C'est assez facile. Vous savez que globalement, vous avez un mail ou une visite dans le mois qui arrive. Compteur, c'est quand on est sur la fiche produit que globalement, en fait, il y a un add to cart et juste en dessous de l'add to cart, faites de l'ajouter au panier. Il y a un petit compteur qui dit que ce produit-là va avoir un tarif qui va changer, qui va augmenter dans 12 heures ou la livraison est gratuite jusqu'à ce soir minuit. Et minuit, c'est aujourd'hui, demain, après-demain et ainsi de suite. Et voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Aux États-Unis, c'est OK, mais en France, non. Négliger la fiabilité du fournisseur. Alors souvent, moi, j'ai des clients qui arrivent, ils lancent une boutique en drop. Ils sont vraiment quand je vous dis
dans une bienveillance totale. Et en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que globalement, le chinois, lui, excusez-moi du terme, mais il s'en fiche un peu. Voilà. Et demain, s'il a décidé que ce produit, il était plus chez lui, bah, il est plus chez lui. Et en fait, peu importe si vous avez fait une fiche produit optimisée pour le SEO, que vous êtes fait chier sur Your Text Guru, que vous avez embauché une personne pour faire 400 fiches produits, on s'est rendu compte que globalement, il y avait beaucoup d'e-commerçants qui faisaient des fiches produits qui ne contrôlaient pas ensuite la disponibilité du produit, ni même qui avaient une réelle relation avec leur fournisseur. Et ça, c'est un gros problème. Pareil, contrôler le temps de réponse. Moi, je vois des clients et ils envoient des sous à leur chinois et ça fait 6 jours qu'il n'a pas envoyé de colis. Donc, au bout d'un moment, s'il est aux abonnés absents, il faut se poser des questions. Contrôler les avis clients, ça, c'est un classique. Vous voyez, les avis clients, les Chinois, ils ont tendance à les traduire et à se faire des fake avis. Et surtout, dès que vous pouvez remplacer AliExpress par un vrai agent, quelqu'un qui tient la route. Et il y en a en Chine, contrairement à ce qu'on pense. Donc ça, c'est globalement ce que font les Chinois leur typologie de produits. Vous voyez, ils enchaînent en fait le nombre d'avis et globalement, soit ils les injectent en auto, soit ils ont tendance à faire de la traduction. Nous, on connaît DeepL, mais eux aussi pour le coup. Voilà. Et ils se cassent pas la tête parce que globalement, ce qui se passe, c'est qu'ils font du Google Trad ou du Yandex Traduction. Et en fait, ils vont pousser directement les mêmes avis et ils n'ont même pas un temps de latence. Vous voyez, un 7h42, 7h49, 7h43, etc. Et globalement, quand vous faites le ratio, bon, le mec, il a 80 avis à 5 étoiles, il y a un problème. Le vendeur chinois te dira toujours yes. Alors, le yes, yes, of course, my friend, c'est voilà. C'est comme chez nous quand t'inquiète et frérot dans la même phrase. Et voilà, faut passer, faut globalement passer le chemin. Ouais, il y a frère aussi. Et je répète, le vendeur chinois, c'est pas ton ami. On fait du business, d'accord? C'est très important de le comprendre. Mais des fois, ça rentre pas dans la tête des gens et on est obligé un peu d'ancrer cette vision-là parce qu'ils pensent qu'en étant bienveillant, ça change les choses. Non. Il a des milliers de kilomètres. Tout ce qu'il voit, en fait, c'est une personne derrière un numéro de CB et globalement qui va lui envoyer des sous. Pareil, ça, c'est un classique. Importer des avis clients sur la boutique. Donc, il y a des gens encore, en 2021, qui importent des avis d'AliExpress en pensant que ça va créer une première social proof, une première base de données d'avis, etc. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, les avis sont indexés, ça crée du duplicate content, et qu'en plus de ça, globalement, c'est une des plus grosses footprints pour se faire remonter très facilement. Et, et ça passe encore. Et il y a encore des milliers de boutiques comme ça qui font ce genre bah, je vais pas dire de conneries, mais en tout cas de bêtises qui globalement les handicapent dès le départ. Donc on voit hein, avec Ali Review, avec Looks, etc. Moi je vous invite à travailler avec Avis Vérifié, avec des personnes qui tiennent la route, ne serait-ce que pour derrière pousser du flux Google Shopping, parce que vous pouvez après avoir vos avis directement sur les différentes plateformes, faire du review balancing, ce genre de choses. Ensuite, des gens qui volent des photos, images, produits des autres boutiques. Et ce qu'ils oublient aussi, c'est qu'ils volent maintenant même les trust badges. C'est-à-dire, dès que la personne fait une fiche produit et qu'elle a tendance à l'optimiser un tant soit peu, qu'elle a pris un web designer et qu'elle décide de faire une petite image de réassurance, ce qui se passe, c'est que ben, tu as plein de boutiques qui vont s'amuser à essayer de faire la même chose. Bon, avec Google Lens, vous tapez Trust Badge Shopify et puis là, vous avez la fête des boutiques qui font ça. D'ailleurs, c'est une bonne technique pour trouver des niches aussi. Voilà. Et bah, j'ai remis les articles de loi parce que c'est quand même répréhensible. Il y a pas mal de gens déjà dans l'édition de site qui ont tendance à recevoir des lettres. Parce qu'il y a des boîtes qui font que ça en fait, hein, qui cherchent juste les personnes qui globalement piquent des images Shutterstock et compagnie. Et finalement, dans le dropshipping, c'est arrivé aussi. Ensuite, la RGPD. La RGPD, j'ai l'impression que personne n'en parle. La CNIL, ils sévissent. Hein. Faut pas croire qu'ils dorment. Hein. Ils ont quand même mis pas mal d'amendes cette année. Carrefour l'année dernière, en fin d'année, ils ont pris un grand coup. Et c'est pas que des gros acteurs. Donc il y a une petite boîte à Montpellier qui s'appelle Acceptio.
Vous pouvez mettre un widget, l'installer via Google Tag Manager, vous pluguez directement l'ensemble de vos pixels, tout ce que vous avez derrière en tracking, mais il faut l'installer sur GTM. Il ne faut pas l'installer en dur directement sur le site. Peu importe le CMS que vous faites. À partir du moment que vous n'avez pas le consentement utilisateur, ben là, vous bypassez finalement la RGPD. D'accord? Et ça, c'est important. Bon, il y a le consent mode qui est arrivé sur Analytics. C'est encore en bêta. Il y a pas mal de choses à voir. Mais globalement, que vous utilisez Analytics 4 ou l'ancienne version, il y a aussi des outils qui vous permettent de gérer directement le trafic en parallèle. Usefatom, At Internet, Matomo, etc. C'est beaucoup plus lourd en infrastructure. Moi, je vous conseille Usefatom, plugué avec Analytics. Et toute cette stack technique-là qui est très facile à mettre en place, ça vous permet déjà d'avoir quelque chose de hyper carré dès le départ. Et puis c'est surtout obligatoire depuis le 1er avril. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas ça? Quand on n'installe pas Google Tag Manager et tout ce qui va bien dessus. Qui connaît Public WW dans la salle? Ok. Ah, les meilleurs. Public WW, c'est un petit outil sympa qui a scrappé Internet, qui va récupérer quand même globalement pas mal d'informations. Et bon, il y a une utilité SEO, et vous pouvez remonter des PBN pour remonter beaucoup de choses avec. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que surtout, il y a aussi des footprints qui sont liés finalement au script qu'on charge. Et si on les charge en dur, là par exemple, j'ai chargé Klaviyo, qui est un autorépondeur très connu dédié aux e-commerçants. On peut faire des flows, etc. C'est un active campaign d'e-commerçant. Et là, juste en tapant sur la version gratuite, finalement une syntaxe, on arrive très facilement à remonter un paquet finalement de Shopify qui ont mis en place Klaviyo. Quand on sait que Klaviyo coûte quand même à un certain prix, on se pose la question de la rentabilité de la boutique et on va creuser un peu plus loin. Et potentiellement, c'est une entrée dans la thématique. Et du coup, c'est une bonne manière de retrouver des niches et surtout derrière de remonter parce qu'on peut le faire sur beaucoup de choses. Klaviyo, le chat, les petites pop-up, tous les petits widgets où globalement on appelle un JS en externe ou en interne. On peut globalement faire quelque chose de sympa d'un point de vue footprint. Donc faites attention. Ou si vous êtes sur WooCommerce par exemple, pensez à bloquer ce typologie d'user agent. Ensuite, la connerie, quand on lance une boutique, c'est qu'on n'a pas le temps. Souvent, on n'a pas le temps. On se dit, bon, bah, j'ai pas forcément de community manager, mais c'est automatisable au départ. Et surtout, on peut faire quelque chose de carré, comme je vous l'ai dit, avec le prisme de Cap Ferrer, la création d'avatar client. On cible, on sait exactement à qui on parle, comment on parle, et surtout, qu'est-ce qu'on doit leur poster d'un point de vue marketing. Et pour créer une véritable stratégie marketing, ça s'appuie forcément sur les réseaux sociaux. Qui dit réseaux sociaux dit que forcément, on doit avoir une présence. Si on n'a pas de présence, de toute façon, comme je le dis souvent, soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, c'est que tu as un problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous pouvez gagner du temps. Vous pouvez très facilement, via Tailwind par exemple, automatiser Pinterest, quelque chose qui en France est encore assez finalement négligé au vu du potentiel de trafic organique que vous pouvez avoir. Et surtout, ça vous permet de très facilement en fait nourrir vos pixels pour aller retargeter derrière du leads qui est un peu plus quali que du cold qui arrive par exemple via Facebook. Surtout que la thématique Pinterest, si vous prenez Pinterest, vous regardez sur quoi il rank, c'est aussi beaucoup de niches derrière qui en découlent et qui sont finalement compatibles avec une création de boutique et du coup qui va faire en sorte que Pinterest va vous envoyer assez facilement du trafic, assez friendly finalement avec la thématique sur laquelle vous êtes et du coup vous avez le meilleur des deux mondes. Vous pouvez aussi automatiser via Shopify la création de posts sur Facebook. Donc on sait qu'on depuis pas mal d'années maintenant, on a perdu énormément de reach sur les pages Facebook. Globalement, ça s'est basculé sur les groupes. Donc il faut beaucoup plus être présent sur des groupes parce que c'est là que ça se passe maintenant sur Facebook. Mais globalement, si vous voulez garder quand même envoyer un certain signal à Google, c'est aussi important de faire ce genre de choses. Et si vous pouvez automatiser la chose, quand vous êtes dans une stratégie de création de contenu, tant qu'à faire, envoyez directement vers votre page Facebook. Et aussi, commencer à l'animer. Il y a du jeu concours, il y a beaucoup de choses à faire, d'accord? Mais ne rentrez pas toujours dans cette logique-là d'envoyer du code promo, d'exploser votre newsletter en envoyant zéro valeur et finalement vous retrouvez comme un énième e-commerçant qui va du coup perdre en taux d'ouverture parce que globalement, les gens, une fois que vous leur avez vendu un produit, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que leurs besoins évoluent. Et il faut apporter finalement cette complémentarité dans le besoin pour apporter un nouveau produit, un bundle, quelque chose qui va venir finalement
encore leur apporter de la valeur plutôt que d'essayer de leur vendre un énième produit qui est pareil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la story sur Facebook Creator Studio. Maintenant, c'est programmable depuis peu et vous pouvez aussi utiliser le later pour Instagram. Ensuite, ce qui est important aussi dans la rétention client et finalement dans ce qu'on appelle la long time value, le fait d'avoir cette vision-là, d'avoir un client sur le long terme et d'augmenter finalement la valeur par client, c'est finalement les systèmes d'abonnement. Et Dieu sait qu'en France, on a un gros problème avec les systèmes d'abonnement, surtout quand on est sur des PSP, type Stripe, PayPal, etc., où globalement, on a tendance à se faire shooter assez facilement. Pour ceux qui font pas de l'abonnement et qui globalement, par exemple, j'ai un client qui vend des box et des box par abonnement qui sont expédiés directement à ses clients mensuellement. Et du coup, il avait tendance à se faire bannir assez facilement de Stripe, de PayPal, etc. Il y a un copain qui a sorti cette solution qui s'appelle Spicy Checkout. Je vous invite à aller regarder. Pour l'instant, c'est pas encore viable sur PrestaShop, mais ça marche déjà sur Shopify ou WooCommerce. Et du coup, ça règle toutes ces problématiques-là. Ça peut être complémentaire finalement à une offre physique de produits et ça peut être aussi finalement une première porte d'entrée pour finalement upseller derrière. Il y a un truc tout con aussi, mais ça, je voulais absolument vous montrer cette slide. Je regarde, euh, je regarde la boutique d'un client qui va commencer à bosser avec nous. Et, euh, et en fait, je me rends compte, on a l'event, etc. On discute avec les copains et je me rends compte qu'en fait, la personne, elle passe pas ses commandes. Alors que c'est la base de l'e-commerce. C'est la base encore plus du dropshipping. Pourquoi? Parce que si vous augmentez le temps de passage de commande, ce qui se passe, c'est quoi? Ben, par effet boule de neige, le temps que vous passez à ne pas traiter les commandes, le chinois, lui, derrière, il va pas spécialement s'en occuper, ou l'européen, hein. Il y a des plateformes comme Big Buy, il y a des plateformes en Allemagne, il y a beaucoup de plateformes maintenant qui vous permettent de faire du dropshipping, Vida XL en France. Ce qui se passe, c'est que globalement, tout ça, vous pouvez l'automatiser. Mais là, en fait, la personne, elle se met une balle dans le pied. Je sais que quand on va rentrer lundi, la première chose que je vais faire, c'est l'appeler en lui disant, mais vous n'êtes pas à la base sérieux. Et ça, pour moi, c'est un manque de sérieux. On peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les gens ont payé derrière. Et ils veulent pas savoir autre chose que je veux recevoir mon produit dans les temps. Et encore plus en dropshipping, on a une course contre la montre. Donc c'est important de vérifier les ruptures fournisseurs aussi, tout ce qui est blocage en douane, etc. Maintenant, il y a l'IOSS depuis le mois de juillet. Donc globalement, ça a permis de nettoyer un peu la sphère des dropshippers parce que tous ceux qui ne payaient pas leur TVA, ça les a un peu calmés et puis ils ont arrêté. Et j'espère que ça va encore nettoyer cette sphère-là et que finalement, on aura des gens qui vont délivrer de la valeur et surtout expédier des bons produits. Et surtout, bon, je le dis, hein, mais vérifier les normes CE, hein. Il y a des gens qui vendent encore des produits Montessori à des enfants et qui n'ont pas de normes CE. Et je trouve ça très grave. Rapidement pour finir, pas installer de thème optimisé, c'est quelque chose de problématique. Je vous ai montré deux thèmes qui sont plutôt sympas. Donc, thème turbo et le thème full stack, c'est Opti SEO. Vous pouvez faire de l'offuscation en base 64. Vous pouvez faire globalement pas mal de choses qui sont assez restrictifs initialement sur Shopify. Il y a les canonical, la problématique des canonical est déjà résolue. Le page speed est plutôt bon. Vous pouvez encore améliorer les core web vitals. Globalement, ça fait le job, surtout que ce soit en monoproduit ou en catalogue multiproduit. Bon, petite préférence pour les ricains parce que globalement, ils font beaucoup de choses et surtout, il y a une mise à jour Turbo 2.0 qui est arrivée là et du coup, ils sont totalement OP pour la chose. Petite pensée à notre copain Nicolas Mercatili qui a fait SEO Mag et qui est plutôt un bon thème pour le coup sur WooCommerce d'un point de vue offuscation, d'un point de vue catégorisation et surtout au niveau perf, ça fait le job. Et je pense qu'en CSS, vous pouvez faire encore de belles choses. Mais globalement, si on veut être raccord avec ce qu'on fait avec l'attendu de Google à date, c'est vrai que ça fait vraiment bien le job. Hello thème, on ne le pense pas, mais Elementor, sur ce thème de base-là, avec un petit dev derrière, on peut faire le job. Et moi, il y a ma petite préférence pour Flatesum. Si vous êtes des amateurs de WooCommerce et que finalement vous avez connu aussi par exemple mon salaire en slip. Et voilà pour moi. Maintenant la question mug. Drop easy. Alors Valérie Verpoest a dit drop easy. Est-ce que c'est réellement drop easy? Eh ben non.
WheezyShop. WheezyShop, voilà. Il faut négocier un code promo avec WheezyShop, ils sont juste derrière vous d'ailleurs. Je vous remercie. Des questions? Monsieur Jiménez. Merci. Merci beaucoup. Personne? C'est la première la plus dure en général, hein. Des posts Instagram, tu peux le faire directement depuis le Facebook Creator aujourd'hui. Ok, t'as dit que c'était sur Later pour Instagram. Voilà. Oui, t'as la solution payante. Ouais, justement. Et c'est top en plus. Franchement, ça a évolué Creator Studio. C'est clair. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour la partie e-commerce, tu as dit que c'est moins recommandé, mais toi, tu partirais sur du Shopify ou du Presta à partir de combien de produits? C'est ça, ça dépend de la typologie de catalogue produit globalement, en dessous de 150-200 produits, moi j'ai tendance à rester sur WooCommerce parce que je suis sur une petite niche, etc. Après, forcément, bon, je presse pour ma paroisse, mais j'irai directement sur Shopify. Mais si la personne veut aller sur WooCommerce parce qu'il y a diverses possibilités un peu plus élevées, d'un point de vue SEO ou d'un point de vue optimisation, forcément, WooCommerce, c'est assez intéressant. Après, la problématique, c'est de surcharger la base de données. Et du coup, il faut quand même compenser avec une infra en face qui tient la route. Il y a des mecs qui font ça sur du mutualisé. Moi, je suis pas fan. Mais c'est toujours pareil, c'est en fonction du budget que tu as. Mais déjà, on va dire que sur moins de 200 produits, tu peux aller sur WooCommerce. Shopify aussi, ça peut être intéressant. Bonjour, merci pour la presse, j'ai bien aimé. Dropshipping Reborn vit à Malte et Pay vit en Thaïlande. C'est pourquoi? C'est pour une question juridique, être tranquille à cause de la TVA, à cause de tout ce qui peut se passer au niveau frais de port et compagnie, ou c'est juste pour de la fiscalité? En fait, les deux, mais globalement, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous expédiez et que vous livrez en France, vous êtes redevable de la TVA. Donc, peu importe. Exactement. Et en fait, la problématique, c'est que les gens pensent l'inverse. Mais c'est parce que ce qu'il faut, c'est juste appeler à un moment donné le service des douanes, être compétent, avoir un numéro EORI, pardon, et faire le job comme il faut. Après, ces mecs-là, ils sont pas forcément dit du bien de ce que je disais parce qu'au bout d'un moment, je dis des vérités. Et forcément, ben, ça gêne. Maintenant, d'un point de vue éthique, c'est pas parce qu'ils sont en Thaïlande ou qu'ils sont à Malte qu'ils sont forcément à blâmer, hein. Attention, je dis pas ça. Je dis juste que d'un point de vue éthique, moi je promets pas le million, la BM, là, ce que tu veux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un véritable métier. Il y a une learning curve de malade. On apprend du SEO, mais on apprend aussi de l'e-commerce. Et dans l'e-commerce, il y a plus de 7 métiers. Et tout ça, ça prend du temps. Et ces mecs-là, globalement, leur business model, c'est la formation, c'est pas l'e-commerce. Et c'est pour ça que je vous ai montré des sites internet qui leur appartenaient pour justement un peu expliquer que globalement, il y a autre chose quand on gratte un peu derrière. C'est toujours pareil. Voilà. Merci beaucoup.